Chers compatriotes, c'est toujours une joie immense pour nous de nous retrouver devant vous pour vous parler de la nouvelle alliance, mêlée cette fois-ci à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous le savons très bien que l'actualité est allée très vite, avec une vitesse vertigineuse, à telle enseigne que suivre cette dynamique, c'est se perdre. Nous n'allons pas nous perdre, nous n'en avons aucune envie. Nous allons avoir les deux pieds sur terre pour tenter de faire ce que nous avons à faire selon le chronogramme de nos activités. Et bien voilà, comme nous venons de vous le dire, l'actualité est allée très vite, commençant par l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, suivi du meeting de l'opposition politique au niveau de la ville de Kinshasa, et bien avant cela, le retrait de l'UDPS de ce qu'ils ont appelé les pré-dialogues, et l'actualité ou la semaine s'est terminée par la création de ce qu'on a appelé le G7, avec la cohorte de démission que nous n'avons jamais connue dans notre pays depuis que nous sommes nés. Et bien voilà, avant toute chose, nous allons essayer de faire ce que nous appelons le devoir de mémoire. Nous avons le devoir de rappeler que la République démocratique du Congo est le seul pays au sud du Sahara à avoir bénéficié d'un effort d'industrialisation de loin supérieur à celui de l'Afrique du Sud. Nous n'étions pas loin du Canada, ni de la Corée du Sud, et moins encore de l'Argentine. Nous étions avec la Suisse les seuls pays au monde à avoir la monnaie la plus stable du monde. Eh bien nous savons très bien que quiconque n'avance recule certainement par rapport aux autres. La cohésion nationale et sociale est la chose qui nous a toujours cruellement fait défaut. Et la nouvelle alliance entend la cultiver, l'élever à la hauteur de l'abondance de nos ressources, la porter à la dimension de l'immensité de notre territoire pour en faire les socles de toutes nos réalisations et le bouclier de leur défense devant toute la prédation et la convoitise de tous ceux qui se délectent de la misère du peuple congolais. Le constat est amer, comme nous le savons très bien. Notre pays est appelé scandale géologique. Cependant, avec une population classée parmi les plus pauvres du monde. Le Congolais vit la main tendue, mais assis sur des lingots d'or. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu? Tenez, nous mangeons ce qu'on appelle les makosso, et sans prendre la peine de nous poser la question de savoir le cochon lui-même qui l'a mangé. Et puisque l'inspiration vient de ce qu'on observe, un musicien est très vite inspiré. Il nous chante Elenge Makoso et Zalakanamikua, comme pour jouer psychologiquement sur nos têtes, afin que quand nous sommes à table, nous puissions manger le plus rapidement possible et puis rester le plus longtemps possible en train de croquer les mikua, parce que c'est là que se trouve Elengi Nango. Comme si cela n'était pas suffisant, nous mangeons les croupillons des dindons, sans prendre la moindre peine de nous poser la question de savoir, mais les dindons lui-même, il est resté où? Et puisque, comme nous venons de le dire, l'inspiration vient de ce qu'on observe, de ce qu'on vit, un musicien est très vite inspiré. Mundele asala dindon. Yemoko ali mu Congo, bachinois balie lipapu, biso tolie libabe. Est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui ne passe son temps à ne manger que le libabé? Ce n'est pas suffisant. Nous importons tous les jours l'impiodi. Quand est-ce qu'ils ont été pêchés? Combien de temps ils ont été gardés dans des chambres froides au niveau du pays où ils ont été pêchés?
Combien de temps ils vont mettre sur l'océan pour arriver en République démocratique du Congo? Et combien de temps ils vont mettre encore dans des chambres froides avant d'arriver dans nos maisons? Et dans nos maisons, dans des congélateurs, c'est une provision qui va prendre 1 mois. Et donc, le temps que ça arrive dans la casserole, c'est du mpiodi sans saveur. Et pendant ce temps, nous avons un fleuve qui nous traverse de part en part. Que des lacs en République démocratique du Congo. Environ 86 lacs, parmi lesquels on retrouve des lacs les plus grands en Afrique. Le lac Mai-Ndombe, dans le Bandundu. Nous avons le lac Albert, nous avons le lac Édouard, nous avons le lac Tanganyika, nous avons le lac Kivu. Parlons du lac Tanganyika, l'un des plus grands lacs au niveau de l'Afrique. Deuxième lac africain par surface, après le lac Victoria. Deuxième lac au monde par le volume et la profondeur, après le lac Baïkal. Le plus long lac d'eau douce du monde, 677 mètres. Il est le lac le plus poissonneux du monde. Là-bas, on y trouve des poissons qui naissent, qui grandissent, qui vieillissent, qui meurent de vieillesse, faute des gens pour les manger. Pendant que nous nous contentons du poisson sans saveur et que par-dessus les marchés nous importons. Le poisson regarde à gauche, il regarde à droite, il cherche les gens pour les manger, il ne trouve pas. Nous mangeons les makos, nous mangeons les libabes. Et les poissons qui meurent descendent dans le fond du lac, avec des allusions et des bouleversements des terrains au cours du temps. Ils se transforment en pétrole, se transforment en gaz. Et c'est le cas de ce que nous sommes en train de vivre avec le lac Kivu. Un lac stratifié, avec la couche que nous appelons la biozone. La couche des semi-ressources, la couche des ressources, et vient enfin les sédiments poreux. Et dans ce lac, nous sommes en train de retrouver 50 milliards de mètres cubes de gaz méthane. Et le taux de recharge de ces gaz méthane est de 125 à 250 millions de mètres cubes par an. Les alertes commencent à fuser de partout. Les scientifiques sont en train de nous faire voir qu'il faut absolument exploiter ce gaz, faute de quoi, à un moment donné, si l'équilibre se rend, il va se comporter comme une bouteille de champagne. On se rendra compte que ce lac a 2 voisins atypiques, le volcan Nyiragongo et le volcan Nyamulagira. Et ces 2 volcans développent une activité intense volcanique, et chaque fois que l'éruption a lieu, la larve se dirige vers le lac avec le risque de rompre l'équilibre et que nous puissions connaître ce qu'on appelle l'éruption du lac. Un tel accident s'est déjà produit en Afrique, au Cameroun, dans le lac Nyos, et a fait 1700 victimes. Pour ne parler que des hommes, mais aussi les animaux qui étaient aux alentours sont tous morts. Il faut mettre en tête que ce lac est 200 fois plus petit que le lac Kivu. Comme pour dire que si l'équilibre du lac Kivu se rompt, il faut très vite penser à 2 millions de personnes qui vivent aux alentours. Les entreprises spécialisées dans le domaine ont du mal à pénétrer la République démocratique du Congo parce que, comme vous le savez,
pour investir en République démocratique du Congo, il faut donner la commission aux autorités. Ce n'est pas une accusation gratuite. Nous connaissons des ministres qui ont même hérité du nom messieurs 30%. Ils sont en train de vivre, ils sont au cadre de la MP et évoluent en toute impunité. Aujourd'hui, ce gaz peut nous servir pour produire environ 700 mégawatts d'électricité, et cela pendant 50 ans. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas au pays? Nous sommes en train de vivre un terme nouveau que nous ne connaissons pas dans les autres pays, le délestage. Le Rwanda, qui partage avec nous le lac Kivu, est déjà en train d'exploiter le gaz méthane et produit de l'électricité pour ses habitants. Pendant ce temps, nous nous sommes concentrés sur comment tricher, comment briguer un troisième mandat qui n'est pas accepté par la Constitution de la République. La Constitution de la République qui pourtant est considérée comme sacrée. C'est un pacte social. On monte un scénario. On prend le dossier, on le renvoie au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on sait très bien qu'on a politisé. La Cour constitutionnelle se saisit du dossier, prend tout son temps et nous revient en vitesse, en urgence, pour demander au gouvernement de la République de prendre sans tarder des dispositions transitoires et exceptionnelles en vue de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces nouvellement créées. Le gouvernement, tout content du théâtre qui venait de se créer, se saisit du dossier et le met en symbiose avec la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, qui, en ses articles 63 à 66, stipule qu'en cas de nécessité, et nous nous demandons si vraiment il y a eu nécessité, en cas de nécessité en matière de représentation de l'État en province, le gouvernement central peut se substituer au gouverneur de province. Il se croit déjà arrivé. Il a l'aval de nommer ceux qu'ils appellent les commissaires spéciaux. Et ces commissaires spéciaux, comme dit-on, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Elle a la latitude de dicter sa loi et même de frapper dans la mesure où sa loi n'est pas exécutée. Et c'est ce qui va se passer avec les commissaires spéciaux. Ils n'auront aucun compte à rendre à la population congolaise. Ils doivent tout à celui qui les a nommés. Et donc la sale besogne qui consiste à occuper toute la territoriale de manière à faire passer la bêtise appelée troisième mandat. Et c'est là que nous sommes en train d'aller. La boulimie du pouvoir pousse les gens à faire de la folie et à nous amener dans des situations comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais le peuple congolais n'est pas naïf. Il a déjà compris. Il sait qu'il n'y a pas nécessité. On ne peut même pas parler de cas de force majeure. Le problème qui est ici est qu'on s'est réveillé un soir. On s'est rendu compte que toutes les tentatives pour tricher ne tiennent pas. Alors il va falloir continuer à réfléchir et la nouvelle réflexion, voici ce qu'elle a donné. Il nous faut faire le découpage dans la précipitation. La preuve qu'il y a eu précipitation est que la session budgétaire de 2015 s'initie déjà en septembre 2014. Et le problème de découpage territorial n'était pas à l'ordre du jour. Nous avançons même plus loin, au mois de janvier, février, tout ça. Aucun collectif budgétaire n'a été initié dans ce sens. Donc ça relève de l'improvisation. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui comme un navire en pleine mer sans boussole. Nous naviguons à vue.
Et on ne peut pas gérer le pays de cette manière. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Si aujourd'hui il faut évoquer le problème d'argent, c'est vrai que les découpages territorial et constitutionnel, mais il fallait se poser la question de savoir si c'était opportun de le faire, si c'était important de le faire et si c'était nécessaire de le faire en ce moment. La cour des matières premières a baissé et a eu de l'influence sur le taux de croissance. C'est vrai économiquement parlant, mais comment on peut expliquer que cette absence d'argent n'affecte que l'organisation des élections, pendant que nous sommes en train d'assister au niveau de la primature au dépassement budgétaire? Au niveau de l'institution président de la République, n'en parlons pas, dépassement budgétaire de l'ordre de 200%. Non, on ne peut pas gérer le pays de cette manière. La population congolaise a déjà compris que l'objectif ici, c'est de nous amener à nous retrouver devant un fait accompli pour accepter le glissement. Nous n'allons pas l'accepter. Nous devons tout faire pour prendre ce qui est important parmi les élections que nous avons à organiser. Et les élections présidentielles nous importent plus que toutes les autres élections, que si nous ne les organisons pas, nous n'allons pas énerver la Constitution, ni dans sa lettre, ni dans son esprit. Et donc, la justice qui, devant cette première épreuve de feu, vient de succomber, vient de montrer sa couleur, eh bien, nous rappelons que sans justice, la nation ne peut jamais s'élever. C'est la justice qui élève la nation. Sans justice, il n'y a pas de développement. Et sans justice, toutes les activités politiques relèvent du bon vouloir, du bon plaisir, des humeurs et des caprices de ceux qui nous gouvernent, et non des règles juridiques et de la Constitution. Et pourtant, ceci est le véritable symbole de l'état de droit et de la civilisation politique. Voilà pourquoi, au niveau de la nouvelle alliance, nous pensons que le tout premier objectif reste et demeure faire du Congo une société de liberté dans un état de droit. Parce que nous pensons que la reconstruction du pays doit commencer là où la destruction a commencé. Nous pensons que la liberté et le droit sont supérieurs et antérieurs à l'État et au pouvoir. Et pour faire la symbiose avec nos fondements, nous avons parlé de Dieu, qui créa l'homme et le créa libre. Il l'a placé sur un espace vital et lui a dit de travailler pour retrouver son bonheur. Libre. Travailler son espace vital. Assurer la justice distributive du revenu. Et là, nous retombons directement dans ce que nous avons appelé la devise de la nouvelle alliance. Liberté, travail et justice. Mais chez nous, c'est l'État oppresseur, l'État policier, l'État caporaliste, l'État despote qui viole allègrement les droits humains sans être inquiété. Ce qu'il faut faire est simple. Il faut tout simplement savoir que la lutte pour la marche en avant de notre pays ne passe pas seulement par la mise en valeur des ressources potentielles, mais aussi par la lutte contre les intrus au sein de l'élite du pays et au sein de la classe politique congolaise. Nous vous le disons parce que nous voulons qu'ensemble nous puissions prendre conscience. Les sages nous ont dit, là où les consciences sont endormies, un peuple, pour être une nation, a besoin d'une conscience collective, forte, engagée et saine.
Un autre fait qui a attiré notre attention, c'est le retrait de l'UDPS de ce qu'ils ont appelé les négociations avant le dialogue, le pré-dialogue. Comme nous l'avons fait avec M. Nimwanda Nsemi quand il a jeté l'éponge, nous pensons que aujourd'hui est venu le moment de féliciter M. Etienne Tshisekedi pour avoir compris ce qu'en réalité tout le monde comprenait déjà. La réalité est claire. Le pouvoir en place veut demeurer. Il peut demeurer en créant une alternative au sein de la mouvance présidentielle, en nous présentant un autre candidat qui peut gagner honnêtement les élections, mais reconduire celui qui a déjà fait son deuxième mandat et qui n'a pas droit à un troisième. Nous rappelons qu'il existe une vie après la présidence de la République. Vous serez sénateur à vie, il ne sert à rien. Et donc, le dialogue, malgré toute la bonne foi de présenter une feuille de route, va rencontrer une déception parce que en face, les gens n'ont pas l'objectif de la feuille de route. L'objectif, c'est le glissement, c'est obtenir le troisième mandat contre la Constitution. Nous lui souhaitons bonne chance et nous pensons qu'il va continuer sur ce même rythme pour se retirer définitivement du dialogue, tout simplement. Le pouvoir, on ne le dira jamais assez, c'est l'aptitude d'agir en groupe, de manière concertée dans les cadres de nos institutions. Il est présent dans tout groupe constitué, délibérant, institutionnalisé. Le pouvoir, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas obtenir tout ce que l'on veut par un coup de baguette magique. Le pouvoir est très fragile et sa fragilité est très grande. Il est la chose qui nous est la plus proche et à la fois la plus éloignée. Plus proche quand nous vivons dans l'unité et plus éloignée quand nous commençons les dissensions. Puisqu'il réside dans l'union, il y a lieu de définir en d'autres termes le pouvoir comme étant l'aptitude de définir le meilleur contour d'une entreprise collective, en partager la vision, mettre en place une autorité et la force nécessaire pour exécuter ces instructions. Alors, du fait de la fragilité du pouvoir, une révolution est susceptible de engendrer une contre-révolution dans une république des communautés comme la République démocratique du Congo. Et c'est la raison pour laquelle notre troisième objectif au niveau de la nouvelle alliance reste celui de créer au centre de l'Afrique une république sobre et efficace des citoyens en lieu et place d'une république des communautés. Puisque nous restons convaincus qu'une république n'est pas une juxtaposition des tribus, d'ethnies ou de quelques communautés que ce soit. Une république demeure un contrat entre citoyen et sa nation. Et cela pour faire évoluer les choses. Parce que nous parlons de l'évolution des choses. Il y a lieu de rappeler ici qu'une révolution prend naissance là où l'évolution échoue, du fait des dérives de l'autorité. Elle prend prétexte de remettre de pouvoir à la population, mais n'ayant pas elle-même ce pouvoir-là, se donne l'autorité et recourt à la force contre l'autorité nominale. Mais parce qu'on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs, on ne peut pas non plus arriver à bout de l'autorité nominale sans détruire l'unité de la population et donc détruire le pouvoir. D'où il faut toujours dialoguer. Et nous l'avons toujours fait au travers de toutes les institutions de la République. Raison pour laquelle nous sommes arrivés à un moment donné à mettre en place un pacte social que nous avons soumis au référendum et que la population tout entière, à 85%, a dû voter. Aujourd'hui, il est donc question que chacun de nous puisse en respecter l'esprit et la lettre.
Mais l'histoire est en train de nous faire voir qu'une révolution s'assume comme un autoritarisme susceptible de susciter une contre-révolution. Et la poursuite d'un tel cycle n'est rien d'autre qu'un processus d'autodestruction, de descente aux enfers. D'où il faut maintenir le dialogue, changer peut-être de forme, suivre peut-être la forme que propose M. Étienne Tshisekedi. Cependant, il faut regarder les choses en face, au regard des signaux qui nous viennent de l'autre côté de la mouvance présidentielle. Une seule chose est dans la tête: maintenir M. Kabila au pouvoir. Nous savons très bien que cela va énerver la Constitution. Et de ce fait, ce qu'il nous reste à faire est de reconstituer l'unité de l'opposition, reconstituer donc le pouvoir, constituer un front des refus pour imposer le respect et alors le strict respect de la Constitution. Quant au meeting qui s'est déroulé au niveau de la ville de Kinshasa, organisé par l'opposition politique, le moins que l'on puisse dire, c'est de les encourager. Félicitations pour maintenir la pression. Cependant, ce même meeting a montré qu'il y a lieu tout de même de s'interpeller soi-même sur la capacité réelle de mobilisation au niveau de chaque parti pris individuellement. Parce que si on peut se mettre ensemble et ne réunir qu'environ les gens que nous avons pu voir, nous savons que ce n'est pas facile, mais il y a tout de même lieu de s'interroger. D'où la conclusion que nous pouvons donner est que chacun a son fief, chacun est fort dans son fief. Nous vivons encore la République des communautés, comme nous l'avons toujours dit. Alors, le fait que chacun ait son fief pose encore la problématique de l'unité de l'opposition pour devenir réellement fort. À défaut, nous courons à la perte. Un petit commentaire sur la naissance du G7. Eh bien, le maître mot demeure l'encouragement. Et nous saisissons cette opportunité pour demander à la population congolaise de revendiquer cette victoire partielle. Il faut se mettre en tête que c'est grâce à la pression de tous les jours que vous exercez que certains se sont sentis touchés au point de se désolidariser de la mouvance présidentielle. À la place de se plaindre, se poser des questions de savoir pourquoi seulement maintenant, ce sont des traîtres, qui a trahi trahira, tout cela ne nous avance pas. La vérité est qu'ils sont sortis parce que la pression était grande. C'est vrai que par fanatisme, on peut vouloir que toute victoire ne puisse venir que par son leader. On peut être fanatique de Cristiano Ronaldo, on peut être fanatique de Léo Messi, mais lors d'un match, nous sommes en finale de Champions League, nous nous rendons compte que nous sommes à 2 minutes de la fin du match. Messi ne marque toujours pas. Mais il continue à maintenir sa pression jusqu'à ce qu'un défenseur marque contre son propre camp. Faut-il se réjouir de cette victoire ou non? Moi je crois que oui, parce que l'essentiel c'est que l'équipe gagne. Notre souci a toujours été la promotion de la République et non la promotion des individus. Se plaindre parce qu'il y a des démissions en cascade, si vous êtes de la majorité, ça se comprend. Mais si vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez que vous en réjouir. Comment on peut expliquer? Même Dieu ne peut pas comprendre ça. Vous lui avez toujours demandé dans vos prières qu'il puisse vous débarrasser en 2016 de M. Kabila.
Aujourd'hui, il commence à vous montrer des signaux que le monsieur est en train de partir. Vous ne savez pas recevoir cela de bon cœur. Vous commencez encore à vous plaindre que pourquoi il démissionne seulement en ce moment. Et c'est un jeu, finalement. Il y a lieu de nous poser la question de savoir, nous voulons exactement quoi? Qu'est-ce que Il y en nous a voulons? même qui vont jusqu'à demander s'il faut recevoir ces gens-là au niveau de l'opposition ou non. Ils n'en sont pas demandeurs. Ils font ce qu'ils ont à faire, selon leurs convictions, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, c'est qui est investi du pouvoir divin pour baptiser les gens au nom de l'opposition en République démocratique du Congo? C'est qui celui-là qui octroie des cartes des membres de l'opposition? C'est un débat qui ne tient pas en ce moment. Au contraire, la population congolaise doit revendiquer cette victoire partielle, s'il faut l'appeler comme ça, mais rester vigilant. Il faut tout simplement rester vigilant. Voilà ce que nous pouvons appeler un avis qui reflète le point de vue de la nouvelle Alliance démocratique pour la République, NADER en sigle, qui est un parti politique élitiste qui prône l'élitisme comme valeur fondamentale. L'invitation est lancée à tout le monde pour que nous puissions ensemble entrer dans un moule et en sortir avec une forme unique pour exercer un leadership effectif, regarder dans la même direction, agir dans le même sens et parler le même langage. De cette manière-là, nous allons devenir une intelligence collective afin de dégager une énergie commune. Ingeta.